Ferric observait Beryl qui s'activait dans son bureau avec un mélange d'amusement et de pitié. « Tu sais que le navire ne va pas se volatiliser, et vu qu'il a été mis aux arrêts, Titian ne risque pas de partir en vadrouille non plus. » Ça fait plus d'1 an qu'il est parti, et puis le procès des Cantoïdes va aussi débuter dès qu'Orvin sera là. J'aimerais parler à Titian avant le début de la mise en examen. Et en tant que représentant de Greenbury, tu vas avoir vos chapitres concernant la condamnation de ce gars. Mais t'as vu que tu veux le faire gracier au plus vite. Beryl ne répondit pas et rassembla ses affaires avant de quitter la pièce en direction du véhicule qui devait les amener au port. Il faisait grand soleil à présent, ce qui était un changement bienvenu par rapport au déluge des dernières semaines, et cela signifiait que le navire d'Orvin devrait arriver à peu près dans les temps. La représentante grimpa dans la calèche tirée par une paire de monstres, suivie de près par son camarade Spike Mouse, avant que le cocher ne fasse route vers leur destination. Quand ils arrivèrent, le port était déjà en effervescence, et le gigantesque galion semblait avoir attaché ses amarres il y a peu. De lourdes caisses étaient en train d'être débarquées par des marins et des esclaves, soutenus par quelques monstres musculeux. Mais ce qui attirait l'attention de la jeune femme était la silhouette d'Orvin, toujours sur le pont du navire, et qui donnait des instructions à ses hommes. Quand il descendit enfin, il était suivi d'une femme habillée dans la tenue traditionnelle de Jocanto et flanquée par une paire de soldats. Beryl réajusta sa robe et vint à la rencontre du groupe qui semblait pressé de quitter le port. « Conseiller Orvin !» L'homme s'arrêta, puis d'un signe de la tête, il ordonna à ses hommes de continuer sans lui en embarquant sa prisonnière. Quand la représentante vit que la jeune femme n'était qu'une adolescente, elle perdit légèrement de sa composition, et les deux échangèrent un regard l'espace d'un instant. Puis son attention revint à Orvin quand celui-ci s'enquilla de la raison de sa présence. « Représentante Beryl, que me vaut l'honneur de cet accueil ? » ?»« C'est une grande fan, elle adore ce que vous faites. » Orvin resta de marbre quand Beryl frappa du talon dans le pied de Ferric pour le faire taire, et celle-ci afficha une posture protocolaire un peu trop forcée pour être crédible. « J'ai ouï dire, par l'entremet de l'un de vos rapports, qu'un sergent de ma cité a été accusé de désertion et mis aux arrêts durant votre expédition. Je suis venu prendre le relais, puisque c'est un ressortissant de Greenbury. » Il est assez rare qu'un représentant fasse lui-même ce genre de démarche, et avec autant de zèle. Mais j'imagine que Greenbury n'a pas les moyens d'entretenir des bureaucrates. Beryl toussa suite à l'insulte méprisante, et à peine voilée derrière le ton poli du conseiller de fond de rive, puis elle continua. « Quoi qu'il en soit, en vertu de mes prérogatives judiciaires sur mes concitoyens, j'aimerais récupérer la responsabilité du jugement du sergent Titian. » Je crains que cela ne soit pas possible. « Et pourquoi donc ? » Eh bien, déjà parce qu'en tant que soldat assigné au corps expéditionnaire d'un conseiller, le sergent Titian est sous la responsabilité du dit conseiller, à savoir moi-même. Mais j'ai tout de même un droit d'ingérence dans son procès, et le droit de m'entretenir avec lui en amont de celui-ci. Il est vrai, mais malheureusement je vais devoir également rejeter cette demande. Et de quel droit ? J'ai le regret de vous annoncer que le sergent Titian est décédé suite à l'attaque de notre camp par des autochtones de Jocanto. Beryl écarquilla les yeux de stupeur et Ferric se tendit en sentant que sa camarade allait certainement faire une entorse au protocole. Mais elle se contenta de baisser les yeux en serrant les poings dans une tentative de maintenir un semblant d'étiquette. Cela ne perturba pas Orvin qui la dévisagea avec dédain. « Sur ce, je n'ai pas votre temps libre et le devoir m'appelle. Portez-vous bien. » Le conseiller s'éloigna, laissant Beryl immobile et raide sur le quai, la tête baissée, sa chevelure dissimulant ses yeux. Ferric hésita à lui parler, mais il se retint quand il vit l'éclat d'une larme tomber sur le sol de pierre. Le bateau accosta dans l'indifférence totale, plusieurs heures après le départ d'Orvin et Beryl. Les pêcheurs furent remerciés pour leur aide, puis Magenta, Bistre, Dorian et Titian quittèrent l'esquive pour rejoindre la terre ferme, au grand soulagement de l'éclaireur. Malgré toute sa bonne volonté, ils n'avaient pas pu participer activement à l'entraînement que Titian leur avait proposé à bord, au contraire de ses deux camarades résistant mieux au mal de mer. Magenta et le forgeron étaient donc bien au fait des subtilités du combat de monstres, et ce malgré les réticences du garçon dans ce domaine et le temps réduit passé à étudier le sujet. Titian n'était pas en reste, et il s'était lui-même entraîné avec Numaculo durant le trajet. Le déserteur haussa des épaules quand Dorian s'excusa pour sa faiblesse en laissant Bistre et Magenta prendre quelques mètres d'avance sur eux. « Ton monstre est suffisamment fort pour compenser, il a l'air de te faire confiance, ça devrait suffire. En vérité, je m'inquiète plus pour le petit gars. » Il est pourtant doué avec les monstres. Titian soupira en observant le jeune garçon qui discutait avec Bistre. « C'est bien ça le problème. On remplit difficilement une coupe déjà pleine, et la sienne est remplie d'empathie pour les monstres. Je ne sais pas s'il sera capable de prendre des décisions difficiles en combat. »
J'ai confiance en lui, ce n'est qu'un gamin, mais il sait faire la part des choses mieux que certains adultes. J'espère que tu as raison, d'autant plus qu'on a pu entraîner que mes monstres écas sur le bateau. Dorian observa le port autour de lui. L'endroit paraissait gigantesque, même comparé à Holyville. L'étonnement de l'éclaireur ne manqua pas d'amuser Titian. Kickenham n'est qu'un port d'Hurley, n'est rien comparé à Skifford du Speckmouth. Dommage que t'étais malade dans la cale quand on l'a passé. Cet endroit n'est qu'un port, et pourtant il est plus grand que notre ancien village. Il fixa le sommet des bâtisses au loin et la grande muraille qui cerclait Kickenham. Même de sa hauteur impressionnante, la barrière de pierre taillée n'était pas suffisante pour dissimuler les larges bâtiments de la ville, et plus particulièrement celui qui les dominait tous du haut de sa grande tour cerclée de plateformes longilignes. C'est la plus grande ville de Galar et le siège de l'Assemblée du Conseil. C'est ici que transitent toutes les richesses et toute la culture du pays. Et c'est aussi là que se trouvent certainement vos amis Azur. Pourquoi est-ce que tu penses qu'Azur est aussi ici ? Titian pointa du doigt un large navire un peu plus loin, et Dorian acquiesça en reconnaissant la forme du galion d'Orvin. Il se retourna ensuite avec un air déterminé. C'est quoi le plan ? C'est amusant. Ma question te fait rire ? On dirait que tu pars du principe que je vais vous aider. Tant je vous ai dit que j'avais mes propres objectifs. Nos objectifs concordent. Nous voulons tous les deux contrer les ambitions d'Orvin. La seule différence entre nous, c'est le pourquoi, pas le comment. Titian passa son bras autour des épaules de Dorian et se laissa reposer sur le gabarit massif de l'éclaireur avec un sourire amusé. Tu commences à penser comme moi, c'est bien. Son regard se détourna alors, juste au moment où Magenta s'apprêtait à toucher un monstre étrange en forme de boule de bois nervurée. Le déserteur l'interpella de justesse, un instant avant que le contact ne se fasse. Je ferais pas ça si j'étais toi. Marumine est un monstre assez sensible. Si un étranger le touche, il risque d'exploser, et c'est pas une image. L'homme mima une explosion de la main et Magenta recula d'un pas pour se placer à côté de Bistre, laissant Titian et Dorian les rejoindre. La créature étrange ne bougea pas, son regard acéré fixé sur Magenta, comme s'il attendait un faux pas de sa part. Pourquoi il y a un monstre explosif qui se balade librement ici ? Ce sont de bons condensateurs d'énergie. Dans la nature, ils accumulent de l'énergie cinétique en dévalant les collines, et ils évacuent le trop-plein dans de violentes décharges électriques. Cela leur permet de repousser les prédateurs, ou de faire tomber les fruits dont ils se nourrissent. Magenta écoutait l'explication avec attention, fasciné par la créature inconnue, et Titian continua. L'énerquartz produit de l'énergie en grande quantité, mais c'est difficile de l'utiliser. Alors on prend souvent des maluminés pour la stocker et la restituer sous forme d'électricité. Habituellement, on les garde dans les centrales, mais j'imagine que celui-là doit alimenter un bateau à moteur dans le coin. Le monstre se mit alors à rouler sur lui-même, finalement ennuyé par la présence de ces humains bavards. Il s'éloigna et disparut de leur champ de vision au détour d'une pile de caisses. Dorian brisa le moment de culture générale en ramenant la conversation à des instances plus pragmatiques. Et donc, c'est quoi la suite des opérations ? Va falloir rentrer en ville et trouver un moyen de contacter Beryl. À partir de là, on pourra réfléchir à un plan. Tu dis ça comme si c'était difficile. Ça l'est, je suis fiché comme déserteur, et vous êtes des inconnus. On ne passera pas par les portes de la ville sans faire de vagues. Alors comment on fait ? Va falloir ruser. Orvin jeta un œil par la fenêtre, observant l'activité fourmillante dans la ville en contrebas. Mais il retourna rapidement son attention vers Galen, assis à son bureau. « Je ne pensais pas que tu passerais par Kickenham, quel bon vent t'amène !» Certaines choses ont changé de direction, tout s'accélère, il était donc important que je m'assure que les pièces soient bien en place ici. Tu ne me fais pas confiance ? Non, mais tu feras ce que j'attends de toi. Quelle est l'ambiance au conseil ? Fluctuante, cela devient difficile de justifier tes demandes extravagantes. Le dernier budget a été voté de justesse. Cela n'a pas d'importance, tout cela disparaîtra bientôt. Ce n'est qu'une question de semaines. Pourtant, les doutes à ton sujet commencent à faire jaser. Sans même parler d'Auréline qui ne t'a jamais aimé, j'ai dû convaincre Paladon de l'utilité de Cromlac avec ça. Galen envoya une balle de capture étrange à Orvin qui la réceptionna au vol, avant d'afficher un froncement de sourcil accusateur. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une copie de la balle origine. Elle est à peine plus puissante qu'une balle industrielle, mais suffisamment pour attirer l'attention du vieux Paladon loin de ses doutes au sujet du site. Alors tout est en place, rien ne viendra plus entraver nos plans. Il y a quand même un petit problème. Orvin posa la balle factice sur le bureau de son complice et lui intima de continuer avec un regard sévère et quelque peu contrarié. Il y a quelqu'un qui fourre un peu trop son nez dans nos affaires. Qui donc ? Une petite représentante, Beryl de Greenbury, tu sais, la défenseuse de monstres.
Le conseiller de fond de rive afficha encore plus de contrariété, se rappelant de sa rencontre avec cette femme plus tôt dans la matinée. Il ne s'était à aucun moment dit qu'elle pouvait être une menace à ses objectifs, et il regretta un instant de l'avoir ignorée si rapidement. Qu'est-ce qu'elle sait ? Pour le moment, pas grand-chose, enfin je crois, mais elle a fait pas mal de recherches sur tes activités. C'était ton travail de couvrir mes arrières à l'Assemblée. Allons, que pouvais-je faire ? Je n'allais quand même pas l'assassiner. Le regard d'Orvin croisa celui de Galen d'un air entendu, et l'homme affable leva les épaules en soupirant. Mais il est vrai qu'un accident est si vite arrivé, il y a une telle insécurité dans nos rues ces derniers temps. D'ailleurs, en parlant de choses inattendues, c'est quoi le projet avec ces esclaves cantoïtes ? Ils ne faisaient pas partie du plan initial. Comme je te l'ai dit, les choses ont évolué, de nouvelles données se sont ajoutées à l'équation. L'homme tira le carnet de magenta de sa tunique et le jeta sur la table avec emphase. Galen observa le livret avec curiosité avant de le feuilleter et d'écarquiller les yeux de surprise. Si je m'attendais à cela, je n'avais pas revu ce vieux carnet depuis des années, ça me rappelle des souvenirs. Comment l'as-tu retrouvé ? Il n'y a pas que ce carnet. Si c'est la nostalgie qui t'anime, alors il y a quelqu'un dont tu ne souhaites manquer la rencontre pour rien au monde. Le silence et l'obscurité ambiante incitèrent Titian à prendre l'initiative. Après quelques coups d'épaule, il déchaussa les clous déjà affaiblis par un précédent forçage, et la tête du déserteur sortit de la caisse comme une taupe de son trou. Il cracha quelques fétus de paille en toussant avant d'observer autour de lui. D'autres caisses s'ouvrirent alors, et le reste de la troupe apparut au milieu du contenu hétéroclite des boîtes. Où on est ? Aucune idée, mais on est certainement en ville. Titian bondit hors de la caisse et épousta ses vêtements en analysant la situation rapidement imitée par ses comparses. On dirait une cave ? On dirait, oui. Ah, la porte est là. Le galaréen se dirigea d'un pas assuré vers la sortie, mais celle-ci s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne, et un homme apparut dans l'embrasure. Celui-ci paraissait nonchalant, mais il se figea de stupeur quand il se retrouva face à Titian. « Qui êtes-vous » Titian ne laissa pas les choses prendre une tournure incontrôlable. Il agrippa l'homme d'un geste agile en lui plaquant la main sur la bouche et en le maîtrisant d'une manière experte. « Du calme, on ne veut pas de mal. Enfin moi, pas spécialement. Et vous ?» Les cantoïtes hésitèrent avant de secouer la tête, à la fois en négative mais également dépassés par la situation. Dorian fut le premier à reprendre ses esprits et il voulut invectiver Titian, de crainte que celui-ci ne commette une nouvelle félonie. Le déserteur ne lui laissa pas l'occasion de poursuivre et il prit les devants. Voyez-vous, mon cher monsieur, c'est votre jour de chance. Vous avez l'occasion de finir cette journée avec les poches bien remplies. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'admettre que vous n'avez croisé personne dans votre cave aujourd'hui. L'homme se débattit, clairement paniqué, mais Titian continua. Pas la peine de s'exciter. Si vous préférez, vous pouvez parler. Et dans ce cas, je vous offrirai un bilan médical sur mesure dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville. Et devinez quoi ? Le cadeau est rétroactif et pour une durée illimitée. Dorian, Magenta et Bistre s'avancèrent pour empêcher Titian de blesser l'inconnu. Mais ce dernier sembla se calmer, un peu contre son gré suite à la menace explicite. Titian relâcha l'homme qui se recula, encerclé par les personnes qui de son point de vue étaient toutes dangereuses. Le déserteur attrapa quelques galarions dans sa bourse, reliquats de ce qu'il avait subtilisé à Jasper, et il les enfourna dans la main du pauvre R. 5 galarions. Allez, 6, ça porte bonheur. Et vous ne nous avez jamais vus. L'homme inquiet hocha de la tête et Titian lui tapa sur l'épaule de manière amicale avec un sourire, avant de faire signe aux autres de le suivre. Ils quittèrent la maison pour débouler dans une rue bondée de monde, séparés de la foule par l'étal de leur hôte involontaire. Bienvenue dans les quartiers populaires de Kickenham. Vous en faites pas, on s'habitue vite au bruit. Magenta n'avait jamais vu autant de monde dans un endroit aussi cloisonné. Les personnes criaient en galaréen, vendant et achetant des marchandises diverses et variées, dans un brouhaha permanent qui lui donna le tournis. Bistre se caressa la barbe en observant la scène. On dirait Oliville, mais en pire. Il y a aussi de la contrebande de monstres ici. Titian secoua la tête avant de se mettre en marche dans la foule. La réglementation est beaucoup plus stricte à Galar. Posséder un monstre se fait en passant par tout un tas de contrôles et de limitations. J'en sais quelque chose. Tandis que le groupe se frayait un passage au travers des étals, Dorian se questionna sur un point plus important de leur présence ici. Où se trouve cette Beryl ? Est-ce qu'elle pourra vraiment nous aider à récupérer Azur et les villageois ? Pour Azur, je sais pas, mais s'il y a un moyen de libérer les autres, elle saura lequel. On la trouvera sûrement au palais de Kickenham. Y a toujours autant de monde ici ? Non, c'est le jour du marché, mais ça nous arrange bien, on passera inaperçu dans cette foule. Magenta s'arrêta à un étal, attrapant un fruit inconnu, sans doute originaire de la région. Il fut immédiatement alpagué par le vendeur.
gamin, c'est un demi-quart de galarion le kilo pour ces Rebecca, ça t'intéresse ?» Titian se posta à côté du garçon et paya l'homme pour quelques fruits, cherchant essentiellement à ne pas attirer l'attention sur eux. Inaperçu ne veut pas dire invisible. Mais bon, c'est une bonne occasion, je meurs de faim. Il distribua les Rebecca au Cantoït et s'attela à leur montrer comment ouvrir la cosse pour atteindre la chair juteuse à l'intérieur. Il dévora le fruit goulûment, recrachant les pépins sur la route sans s'en préoccuper. Magenta l'imita, recrachant à son tour les graines sur le sol, et les deux autres hésitèrent face à ce manque de civisme ne semblant choquer personne avant de faire de même. Le fruit étrange à la chair brunâtre était très sucré, et sa douceur offrait un peu de répit aux voyageurs, occultant quelques instants leurs préoccupations. « Où se trouve ce palais dont vous avez parlé ?» Titian s'essuya la bouche d'un revers de la manche avant de pointer le ciel en silence. Magenta suivit le doigt du déserteur du regard, et sa vue s'accrocha sur cette tour qu'il avait déjà vue tantôt dans le port. Les plateformes géantes qui la cerclaient semblaient offrir une chape au bâtiment de la ville, et l'immense structure semblait encore plus impressionnante à cette distance. Titian se mit à genoux en passant son bras autour de l'épaule du garçon, puis il admira l'édifice avec lui. On ne peut pas le manquer. La nuit commençait à tomber, le ciel se teintait d'une chaude couleur orangée. Beryl émit un soupir tandis qu'elle rassemblait ses affaires. Féric était déjà rentré chez lui depuis un moment, mais elle ne l'avait pas vu partir. En vérité, elle s'était enfermée dans son bureau au palais et avait demandé à ne plus être dérangée. Elle avait justifié cela par un travail important, mais cela n'avait été qu'une excuse pour ne pas être vue en train de pleurer. La nouvelle de la mort de Titian lui avait fait un choc, et il lui avait fallu un énorme effort de volonté pour ne pas craquer devant ses collègues en retournant au palais après sa rencontre avec Orvin. Un effort qui se relâcha dès l'instant où elle avait été seule. Féric avait pourtant tenté à plusieurs reprises de la voir, mais elle avait systématiquement refusé, jusqu'à ce que le dirigeant de Spike Mouse abandonne et rentre chez lui. Et il fallut alors encore plusieurs heures à la jeune femme pour troquer sa peine et ses pleurs contre une apathie douloureuse. Alors que le soleil se couchait, elle traversa les couloirs du palais, silencieux, à une heure où plus personne en dehors des esclaves de l'entretien ne s'y trouvait. Puis, une fois dehors, elle marcha seule dans la rue, perdue dans ses pensées. Son pas était mécanique, et elle se dirigeait vers l'appartement de fonction qu'elle occupait non loin du palais. La rue qu'elle arpentait à présent était encore chahutée et en partie bloquée par les badauds, tandis que le marché se terminait et que les commerçants défaisaient leurs étals. C'était habituel, et Beryl connaissait quelques raccourcis qu'elle empruntait ces jours-là pour éviter la foule et le bruit. Elle traversa, sans vraiment y penser, une ruelle qui, à cette heure-ci, semblait bien plus sombre et sinistre que les autres fois où elle l'avait empruntée. La jeune femme eut une hésitation, sentant comme un malaise, mais elle serra son sac contre sa poitrine avant de presser le pas dans l'allée étroite. La lumière du soleil couchant émanait comme un halo à l'embouchure de la voie sombre, à l'endroit de sa jonction avec la rue perpendiculaire. Mais ce halo fut perturbé par une ombre qui s'interposa entre elle et la sortie. Qui va là ? Elle n'eut aucune réponse et ne parvint pas à voir l'inconnu autrement que comme une petite silhouette à cause du contraste entre les ténèbres de la rue et la lumière rasante. Inquiète, Beryl fit demi-tour sans un mot, mais se retrouva face à une créature à l'air menaçant. La chose n'était pas très grande, mais la large collerette de plumes, d'un rouge vif, qu'elle arborait autour de sa nuque à la fourrure sombre la rendait particulièrement intimidante, presque autant que le reflet froid de ses griffes coupantes comme des rasoirs. Le monstre montra les crocs, ce qui fit reculer Beryl de peur. Elle se retourna encore une fois pour faire face à un autre monstre similaire qui lui bloquait la retraite avec un sifflement agressif. « Attendez, je vous veux pas de mal, je suis juste... La femme se coupa. Elle avait parlé d'une voix étouffée, sachant très bien que les deux monstres ne réagissaient pas à un sentiment de menace et à une volonté froide de meurtre. Le premier monstre se jeta sur elle sans prévenir, et elle ne dut sa survie qu'à ses réflexes alimentés par la peur. Une caisse de bois proche fut fendue en deux par la tranche de la créature qui passa au-dessus d'elle. Beryl se redressa d'instinct et se mit à courir vers la sortie de la ruelle, mais fut interceptée par le second monstre parfaitement coordonné avec son homologue. Avec une vitesse extrême, la chose fendit l'air, traversant le tissu et la chair avec aisance, quand la jeune femme posa son sac entre son visage et l'attaque. L'objet se sépara en deux sans résistance, et une longue estafilade apparut sur la joue de Beryl qui se figea, les yeux écarquillés de terreur. Elle voulut frapper son assaillant sombre avec le reste de son sac détruit, dont le contenu était éparpillé sur le sol, mais la cible effectua un pas de côté d'une agilité surnaturelle. Encore une fois, elle voulut changer de direction pour échapper à la menace, mais dans sa panique, elle perdit l'équilibre et tomba à genoux.
Elle fixa le premier monstre qui sauta pour s'abattre sur elle comme un rapace, mais son bond fut accueilli par un puissant jet d'eau qui la projeta contre le mur dans un craquement d'os brisé. Beryl fit volte-face vers la source de l'attaque au moment où le sifflement du second monstre se fit entendre. Son regard se posa sur son agresseur au moment où la lourde patte d'un monstre énorme l'écrasa au sol avec fracas. Le nouveau venu arborait une paire de larges nageoires érigées sur un crâne plat, affublé d'épaisses moustaches jaunes et de petits yeux globuleux de batracien. Le corps du monstre était aussi haut qu'un homme, mais servi par une silhouette voûtée de gorille et teintée d'une peau rugueuse d'un bleu apaisant. La chose s'avança vers Beryl de son pas lourd, laissant le corps brisé de sa victime derrière lui. La créature se pencha au-dessus de la représentante, qui resta assise par terre avant de tendre la main et de caresser la joue du monstre. Mizuguro. C'est fou que tu l'aies reconnu. Même moi j'ai du mal avec sa nouvelle forme. Beryl se figea, tremblante, quand elle entendit la voix derrière elle. Elle se redressa, toujours hésitante, et se tourna vers celui qu'elle considéra l'espace d'un instant comme un fantôme. C'est alors que, poussée par une volonté irrépressible, elle se jeta vers lui en courant, de manière maladroite, avant de se jeter dans ses bras en pleurant. Oh là, du calme, je sais que je suis beau gosse, mais c'est pas le moment. Je rêve ou t'es en train de pleurer ? Sans pouvoir stopper ses larmes, la jeune femme pressa son front contre le torse de son ami, avant de taper des poings contre lui. Espèce d'idiot, idiot! Titian se gratta la tête, laissant Beryl lui marteler la poitrine tout en l'invectivant, sans vraiment comprendre ce qu'on lui reprochait. Elle murmura alors en agrippant le tissu usé et humide de sa tunique sans sortir son visage de celui-ci. Ne t'avise plus jamais de mourir, espèce d'idiot! La coupe de vin vola, manquant de peu son visage pour aller s'écraser contre l'un des murs du bureau, et le soldat se tendit, craintif devant la colère de son maître. Orvin fulmina encore quelques instants en baissant la tête et en plaquant ses mains contre son bureau. « Je suis désolé, Seigneur, nous avons fouillé tout le port de Léville et même ses environs, mais aucune trace du déserteur et de ses complices. » Le conseiller, tendu comme la corde d'un arc, se relâcha progressivement, réajustant les vêtements que sa poussée de colère avait démis. Il refit le pli de sa manche en observant froidement son sbire terrorisé. Malgré son apparent retour au calme, ce regard n'en restait pas moins oppressant, et il véhiculait une menace tacite envers elle. « J'ai ordonné de continuer d'étendre la zone de recherche autour de Léville. Nous les trouverons, Seigneur. »« C'est inutile, vous ne les trouverez pas. Ils sont déjà ici. » Le soldat sembla troublé par l'affirmation, mais Orvin ne s'intéressa pas aux états d'âme de sa subordonnée. Il n'y avait littéralement aucune chance que les Cantoïtes ne cherchent pas à minima à récupérer Azur. Quant à Titian, sa présence ici laissait poindre un risque non négligeable qu'il se fasse percer à jour. Il n'avait au départ pas jugé dangereuse la parole d'un déserteur, si tant est qu'il puisse la faire entendre. Mais avec cette Beryl, a priori attachée à lui, il aurait une oreille pour l'écouter et le croire. Il ne pouvait qu'espérer que Galen se débarrasse d'elle avant que la rencontre ne se fasse, mais dans le doute, il lui fallait également changer quelques-uns de ses plans. « Quels sont mes ordres, Seigneur ?» Prévenez le conseil Galen que je pars immédiatement pour Fondrive. Nous jouons contre la montre à présent, et je veux être sûr d'achever l'activation du site sans encombre. Qu'il s'arrange pour faire condamner à mort tous les prisonniers cantoïtes. Quant à vos hommes, qu'ils trouvent le déserteur et ses complices. Je ne veux aucun témoin de ce qui s'est passé à Jokanto. Aucun. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Et pour la prisonnière ? Ne lui dites rien de la situation et enfermez-la dans mes quartiers sur le navire. Elle vient avec nous. Orvin grimaça, il aurait aimé organiser une rencontre entre Azur et Galen et officialiser ses fiançailles, mais a priori cela ne serait pas possible dans ce contexte délétère. Néanmoins, il se rassura en se disant que cela ne serait pas nécessaire. Il n'avait à présent plus aucun doute sur les origines de la fille, et sur les avantages qu'il tirerait à en faire sa femme. Beryl cligna des yeux en tenant sa tasse de thé, à genoux sur un coussin, devant la troupe hétéroclite qui envahissait son salon. Son regard se tourna vers Titian et se fit suffisamment explicite pour inviter celui-ci à produire des explications sans que des paroles ne soient nécessaires. Pourquoi c'est toujours moi qui fais les longs discours ? Heureusement pour le déserteur, Bistre lui épargna cette peine. Veuillez excuser notre intrusion inopportune, mademoiselle. Je me présente, Bistre le forgeron. Voici Dorian l'éclaireur et Magenta, le spécialiste des monstres. Magenta observa le vieil homme avec surprise suite à la position si officielle de spécialiste des monstres en tant que son nom d'être.
Il se rappela sa dispute lointaine avec Azur à ce sujet, en un temps où la vie était encore paisible. Je suis un éclaireur aussi. Excuse-moi, Magenta, je ne voulais pas te froisser, et je ne disais pas ça de manière condescendante. Ce nom d'être me paraissait juste plus approprié. Beryl ne comprit pas l'échange entre le gamin et le vieillard, visiblement dans une langue étrangère, et sembla légèrement perdu. Dorian prit le relais dans un galaréen assez sec, mais compréhensible. Nous sommes originaires de Jokanto. Nous étions prisonniers du conseiller Orvin, mais avec l'aide de votre ami Titian, nous avons pu nous échapper. Cependant, l'une de nos amies est encore entre ses mains, et notre village est également fait prisonnier. La surprise de Beryl, suivie d'une illumination dans son regard, offrit au Kantoïte une raison d'échanger quelques regards interloqués, puis Dorian continua. Titian nous a affirmé que vous étiez une alliée, et que vous pouviez nous aider à sauver nos amis. Titian haussa les épaules devant la question silencieuse de Beryl, toujours dans cette attitude voulant dire qu'il se dédouanait de toute responsabilité, quand bien même elle fût de son fait. La jeune femme soupira avant de boire une gorgée de thé, imitée par Magenta, curieux de découvrir le goût de la boisson. Si je peux, je vous aiderai. Les villageois doivent être jugés dans quelques jours. Cela nous laisse le temps de préparer une défense. D'autant plus que j'ai déjà pas mal d'éléments en leur faveur. Et pour ma sœur, vous pouvez faire quelque chose ? Beryl secoua la tête et parut profondément désolée. Je pense pas, je suis persuadée qu'elle ne figure même pas sur les registres. Faudrait déjà prouver au conseil qu'elle existe, et à partir de là, ça prendrait des jours pour prouver qu'elle est détenue illégalement par Orvin, si tant est qu'on en soit capable. Le groupe fut interrompu dans sa conversation par l'entrée d'un petit monstre volant dans un caisson proche de la fenêtre et donnant sur la nuit extérieure. Beryl s'excusa pour l'interruption et se leva avant d'ouvrir le caisson pour accueillir la créature au plumage noir, blanc et rouge. Celle-ci portait un rouleau de papier dans son bec et la jeune femme s'en saisit en caressant son émissaire avec douceur avant d'en défaire le cachet. Il y eut un moment de silence, puis elle blêmit en se tournant vers ses invités. Le procès a été avancé à demain matin. Beryl frappa à la porte du bureau de la conseillère Auréline et attendit l'autorisation d'entrer. Il était extrêmement tôt et le soleil ne dardait que timidement ses rayons à l'horizon. Pourtant, elle savait qu'Auréline était une personne très matinale et qu'elle serait très certainement à l'œuvre, même à cette heure où la plupart des gens dormaient encore. La voix de la conseillère tonna à travers la porte, lui accordant l'audience qu'elle désirait. La femme était plongée dans des rapports et elle retira la paire de lunettes qu'elle portait à cet effet quand elle releva son regard vers la nouvelle venue. Son visage se renfrogna légèrement quand elle reconnut celle à qui elle faisait face. « Représentante Beryl, que me vaut le plaisir de vous voir ?» Le ton avait été froid et mesuré, clairement à l'opposé de la question chaleureuse qu'elle avait posée. « Bonjour, conseillère Auréline. Je me permets de vous déranger car j'aurai une requête à vous formuler. » Les yeux de la femme se plissèrent dans une expression nette de surprise, ne s'attendant pas à entendre une demande de la part de quelqu'un ne partageant clairement pas sa vision politique. Auréline ne bougea pas plus qu'elle ne parla, laissant Beryl exprimer le fond de sa pensée. « Vous n'êtes pas sans savoir qu'un procès aura lieu dans quelques heures pour juger du sort des prises de guerre envoyées de Jokanto. » J'ai eu vent de cela, effectivement. Et alors ? Je me demandais si vous accepteriez de présider l'assemblée en question. Auréline sembla perdue l'espace d'un instant. Elle ne comprenait pas l'objectif de la demande. Si tant est que cette représentante ait un intérêt dans le jugement de quelques esclaves en devenir, pourquoi se tourner vers elle, qui s'opposait clairement à chacun de ses projets ? Je refuse. Le conseiller de Shyster s'est déjà porté volontaire pour diriger cette assemblée, et je n'ai aucune passion pour ce genre de tâche rébarbative et convenue. Si je puis me permettre, conseillère, j'ai ouï dire que le conseiller Orvin avait un intérêt dans l'exécution rapide de ce procès. J'ignore pourquoi, mais nous sommes toutes deux au fait que le conseiller Galen et le conseiller Orvin possèdent de fortes accointances. Il est donc certain que laisser Galen seul à la direction de ce procès ferait le jeu de fond de rive. Et votre intervention serait ainsi l'occasion d'une leçon d'humilité pour Kalos, vous ne pensez pas ? Auréline resta pensive quelques secondes. Elle ne supportait effectivement pas la présence de ce Kalos est parvenu dans le conseil de Galar. Si cela ne tenait qu'à elle, le traité de Kikonam aurait été abrogé depuis longtemps. Mais modifier ce genre de document ne nécessitait pas seulement un vote de l'Assemblée, mais l'aval de la majorité absolue des conseillers. Et comme le conseiller de Kalos ne voterait jamais une décision lui retirant de son pouvoir, cela signifiait obtenir le soutien des deux autres conseillers de Galar, une chose qui n'était jamais arrivée de toute l'histoire de la Fédération. Pourtant, elle avait ici une occasion d'ennuyer Orvin malgré tout, bien qu'elle ignorât en quoi. Quel intérêt possède Orvin dans ce procès ? Ces prises de guerre seront dispensées sur le marché aux esclaves nationales de manière réglementaire. Il n'aura donc aucune prérogative sur leur sort. Si tant est qu'elle ne soit pas simplement condamnée à mort, bien sûr.
Quant à vous, pourquoi vous en préoccupez? Vous êtes encore plus suspect que lui. Beryl hésita, mais parvint à maintenir sa composition en bombant le buste et en relevant les épaules pour faire bonne figure. Elle défroissa sa robe et répondit. J'ai de bonnes raisons de croire que le conseiller Orvin a circonvenu aux lois coloniales sur la résolution de conflits armés et la capture des opposants ennemis. Comment et pourquoi aurait-il fait cela? J'ignore encore pourquoi, mais je peux vous dire le comment. J'ai pu définir, par une enquête personnelle, que les prises de guerre concernées ne sont pas des combattants ennemis. Ne me faites pas perdre mon temps, cette allégation est stupide. Pourquoi ferait-il ça au risque de se compromettre? Et ce alors qu'il n'a rien à y gagner? Encore une fois, j'ignore ce qu'il cherche en faisant cela, mais mon enquête m'a aussi permis de constater qu'il ne risquait pas de se compromettre. Les yeux d'Auréline se teintèrent de curiosité. Elle posa les deux mains sur son bureau et invita la représentante à développer son propos. Beryl lui tendit une série de papiers compilant tous les résultats de son enquête et ses conclusions. Il semblerait que les procès de prise de guerre soient, plus expéditifs que ce qu'ils devraient. Nous devons gérer des dizaines de procès chaque semaine. Il est normal que nous les traitions rapidement ou que nous déléguions ces tâches à nos subalternes. Et nous ne pouvons pas entrer dans le détail pour chaque accusé, nous avons des choses bien plus importantes à faire. Seriez-vous en train d'accuser le conseil d'incompétence? Loin de moi cette idée, je ne voudrais pas vous manquer de respect. C'est pourtant ce que vous venez de faire. Je vous le répète, le conseil accorde le temps adéquat au jugement des ennemis de Galar. Ces sauvages ne méritent pas plus qu'un procès expéditif, et c'est déjà beaucoup leur accorder. Ce ne sont pas des Galaréens, ce sont des ennemis à qui nous offrons, dans notre miséricorde, une chance de se repentir pour leurs crimes. Et dans tous les cas, je ne vois toujours pas d'intérêt pour le conseiller Orvin de nous envoyer des civils comme prise de guerre. Ils ne lui profiteront pas, quand bien même le procès déboucherait sur une mise en esclavage plutôt que sur une peine de mort. Beryl perdit un peu de sa contenance et elle bafouilla. Mais pourquoi Galen aurait-il fait avancer ce procès? Et pourquoi aurait-il explicitement demandé à le présider? C'est beaucoup d'ingérence pour une tâche si inutile, vous pourriez... Je pourrais vous demander de quitter mon bureau et de ne plus me déranger avec vos inepties. Celles que vous débitez à longueur de journée au sujet des monstres sont déjà bien suffisantes. La jeune femme prit de plein fouet l'attaque personnelle et se tendit sans pour autant laisser éclater sa colère. Elle s'inclina respectueusement, bien que de manière un peu rigide, puis elle quitta la pièce en laissant Auréline seule avec les documents. Cette dernière hésita un instant, prête à les jeter dans une corbeille, mais au dernier moment, la curiosité la piqua, et elle enfila ses lunettes. La salle du tribunal était relativement vide, et c'était un euphémisme. Comme attendu, aucun représentant ou presque ne participait à la séance, qui plus est à cette heure de la journée. Il était clair que positionner le procès à ce moment précis, de manière aussi précipitée, avait pour but de limiter encore plus la possibilité d'ingérence des rares représentants qui auraient pu désirer participer au jugement. En vérité, seuls Beryl et Ferric étaient présents dans les gradins, à la grande surprise de Galen, qui leva un sourcil en voyant que la représentante de Greenbury était en pleine santé. Représentante Beryl, représentant Ferric, vous n'imaginez pas ma surprise de vous voir ici aujourd'hui, vraiment. J'aurais pensé que vous auriez mieux à faire que d'assister à un ennuyeux procès pour une colonie que vous n'administrez même pas. Je n'ai pas à justifier de ma présence ici. L'article 21 de la Convention de régulation juridique des colonies autorise n'importe quel représentant et n'importe quel conseiller à assister à un jugement et à prendre acte d'une participation selon le parti de son choix. Eh bien, si vous souhaitez vous ennuyer en ma compagnie, ce sera avec plaisir. Je ne m'offusquerai cependant pas si vous choisissiez de changer d'avis. Sauf votre respect, conseiller, Beryl n'est pas trop du genre à changer d'avis. Une qualité, à n'en point douter. Cette dernière remarque avait été dite sur un ton à la limite du mépris, mais suffisamment subtil pour paraître possiblement sincère pour un auditeur inattentif. Une fois cet échange terminé, Galen rassembla quelques documents devant lui et signifia aux gardes de faire entrer la défense. Au grand étonnement de Beryl, seul Nakara, l'homme avec qui elle avait discuté l'autre jour, fut présenté en face de Galen. Où sont les autres accusés? Ils sont bien trop nombreux, voyons. Il a été décidé de choisir un représentant pour leur groupe, et ce pour des raisons évidentes de praticité. Beryl grinça des dents. Elle savait bien que ces soi-disant raisons pratiques ne servaient qu'un simple et unique but, éviter que le transit de ces villageois au palais n'attire l'attention sur le fait qu'ils ne soient pas des guerriers. Et pour couronner le tout, ils avaient en plus choisi une personne qu'elle avait elle-même perçue comme particulièrement hostile envers Galar. Ainsi, Galen avait tout prévu pour expédier ce procès dans la plus profonde indifférence du public. Beryl nota que Nakara avait accordé un regard surpris à Galen, comme s'il avait cru reconnaître quelqu'un, et cela l'intrigua, la laissant dans une stupeur silencieuse. « Accusé, veuillez vous présenter. Et en galaréen, je vous prie, pour que notre greffier puisse compiler ce qui sera dit durant le procès. » « Je m'appelle Nakara le menuisier. »
L'homme avait parlé avec un fort accent qu'il ne tenta même pas de corriger. Quant à Galen, il exprimait un ennui profond, bien que factice, pour signifier à qui voudrait se poser la question son désintérêt d'apparat pour l'affaire, plus dans un souci d'apparence que d'autre chose. Bien, vous représenterez donc vos complices dans cette affaire numérotée JK 23715. Vous êtes accusé d'avoir fomenté et commis des actes de sabotage et d'agression militaire envers une expédition coloniale officielle de Galar. Que plaidez-vous ? On n'a rien fait, c'est vous qui nous avez attaqués, et sans prévenir en plus. Vous niez donc les faits. De nombreux témoignages, dont celui d'un honorable conseiller, étayent vos actes hostiles envers Galar. Quelles preuves pouvez-vous fournir pour votre défense ? Nakara ne répondit pas, hésitant. Non seulement sa maîtrise de la langue était approximative, ne parvenant pas vraiment à exprimer sa pensée autrement que par des bafouillements peu compréhensibles, mais en plus de cela, il ne savait pas vraiment ce qu'attendait cet homme comme preuve de sa bonne foi en dehors de sa parole. « Oh, vous nous avez attaqués, nous on n'a jamais fait rien contre Galar. » Édifiant. Eh bien, affaire classée donc. Étant donné la gravité des faits et l'absence claire de repentir et de preuves de la part de la défense, je me vois contraint de déclarer la peine de mort pour... Objection! Galen leva les yeux vers Beryl, qui s'était redressé de sa chaise et affichait une posture déterminée. Le conseiller de Shyster tapota sur son pupitre dans un mélange d'ennui, réel cette fois-ci, et d'exaspération. Je sais que c'est votre droit d'objecter, mais je tiens à vous rappeler que le faire sans raison valable est passible d'une amende de 200 galarions. Non pas que votre volonté de remplir les caisses du conseil avec vos deniers personnels ne me déplaise cependant. J'aimerais soumettre des preuves, si ce n'est de l'innocence de ces personnes, au moins d'un vice dans la procédure. Le conseiller soupira et approuva la demande d'un mouvement de la tête. Comme il vous plaira, mais comment comptez-vous justifier de cela ? J'ai un témoin pouvant attester de l'inexactitude des rapports de Fondrive quant à ses activités coloniales et des faits reprochés aux accusés. La porte s'ouvrit et un homme à la tenue de cuir usé entra dans une démarche décontractée en sifflotant, les mains dans les poches comme un touriste visitant une exposition. Sympa, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Vous avez changé la tapisserie ? Pour la première fois, la patifinte de Galen se brisa en saisissant l'identité du nouveau venu. Il se redressa de son siège et ordonna dans un accès de colère. « Garde, saisissez cet homme! Il s'agit d'un déserteur doublé d'un traître à Galar !» Beryl s'interposa en haussant le ton pour couvrir celui de Galen. Vous n'en ferez rien! Le sergent Titian est sous la responsabilité de Greenbury. Il sera jugé pour ses crimes sous ma juridiction. De plus, il est ici en tant que témoin. Il bénéficie donc d'un droit de parole indépendamment de ses antécédents judiciaires. Le sergent Titian est sous le commandement d'un conseiller, et de fait il tombe sous le coup de la loi fédérale. Vous ne pouvez pas... Nous avons rempli les formulaires de prise en charge ce matin. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez appliquer votre droit d'ingérence quand le procès aura lieu. Je serai ravi de vous accueillir à Greenbury, conseiller Galen. Titian secoua une paire de papiers de manière désinvolte à l'attention du dirigeant de Shyster, dont les dents crissèrent de colère. En attendant, j'engage ma responsabilité dans sa liberté conditionnelle, et je l'invite à nous rejoindre en tant que témoin. Avec plaisir. Pour une fois, je vais apprécier raconter une longue histoire. Cela faisait presque une demi-heure que Titian exposait ce qu'il avait vu et entendu durant son service dans l'expédition d'Orvin à Jokanto, à grand renfort de détails parfois inutiles et de détours narratifs typiques de l'esprit chaotique de l'homme. Le calme détaché habituel de Galen avait, à ce titre, depuis un moment cédé la place à une exaspération palpable, jusqu'au moment où le conseiller de Shyster coupa la parole à Titian dans un renaclement et une volonté de mettre un terme à cette mascarade. Tout cela n'a aucun sens, ni aucune valeur en tant que témoignage. La parole d'un déserteur contre celle d'un honorable conseiller, ai-je besoin de le rappeler ? À quel moment est-ce que vos inepties sur les prétendus manigances et crimes de Fondrive pour capturer une paire de monstres vous ont paru logiques ? Vous auriez pu trouver mieux pour me convaincre. Beryl était tendue, elle savait bien que le témoignage de Titian ne serait pas suffisant pour forcer Galen à revoir son jugement. Sans le soutien d'un autre conseiller pour porter le témoignage, cela revenait à se soumettre à son bon vouloir, et il était évident qu'il n'avait aucune intention de se montrer conciliant avec les villageois et la défense. La jeune femme avait profité de la longue tirade de Titian pour réfléchir à ses alternatives, mais malheureusement aucune solution miracle ne lui était venue, et elle en était rendue à attendre le verdict final sans pouvoir faire pencher la balance en leur faveur. Encore une fois, elle pesta contre le manque d'influence de sa ville comparé à Shyster ou Fondrive. Soudain, la porte s'ouvrit et le regard médusé de Beryl se posa sur le visage renfrogné d'Auréline. Il laissa un moment de latence pour ménager l'impact de son apparition en scrutant l'assemblée. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Permettez-moi de me joindre à vous.
Galen, qui malgré son exaspération n'avait à aucun moment perdu son assurance, avait soudain pâli de confusion devant l'arrivée impromptue de la deuxième personne la plus puissante de Galar. Il se redressa et tenta de retrouver un peu de contenance. « Conseillère Auréline, que faites-vous là ?» N'est-ce pas la responsabilité et le devoir des conseillers de présider les assemblées et les procès ? Vous auriez pu nommer un mandataire pour vous représenter, ce n'est qu'un simple tribunal colonial. Tout comme vous, n'est-ce pas ? J'étais curieuse de savoir pourquoi un respectable conseiller tel que vous avait pris la peine de présider lui-même un procès en apparence si anecdotique. J'ai aussi eu quelques informations étranges concernant cette affaire. Le regard d'Auréline se posa un instant sur Beryl, et le mélange de mépris et de validation paradoxale imposa un malaise visible sur la représentante de Greenbury. Galen fit de son mieux pour masquer les apparences et invita Auréline à prendre place à ses côtés. « Je vais vous résumer l'affaire, si vous le voulez bien. » Cela ne sera pas nécessaire. J'ai pris sur moi d'étudier moi-même les chefs d'accusation. Et j'imagine que cette personne est le déserteur que mes informateurs m'ont indiqué comme base de la défense. Sergent Titian, madame. Titian avait effectué un salut familier de la main et un clin d'œil à la conseillère, ce qui lui arracha une grimace de dégoût. Galen embraya alors sur ce qu'il pensa être un point en sa faveur et argua. « Le témoignage de cet individu sans bonne manière est totalement lunaire. Je vous épargne son audition, il n'y avait vraiment rien à en tirer. Pour ma part, je partais dans l'idée de condamner à mort les accusés, compte tenu de leurs crimes graves et de l'absence de circonstances atténuantes. » Auréline n'écoutait pas Galen et avait ordonné au greffier de lui apporter le compte-rendu de la session pour le lire, ce qui provoqua une moue outrée de son homologue bassement ignoré. Et il stoppa son discours, laissant le silence pesant reprendre ses droits sur la salle, uniquement brisé par le son de la chaise de Titian qui se balançait tranquillement en profitant de l'ambiance. Une fois qu'Auréline eut terminé de lire le rapport du greffier, elle le remercia et le renvoya à son poste avant de prendre à nouveau la parole. Les accusations du sergent Titian à l'encontre de Fondrive sont graves. Latios et Latias, vraiment. Ce ne sont que des délires sans queue ni tête. Ces créatures n'existent plus, si tant est qu'elles aient un jour existé. Et quand bien même, imaginons que ces élucubrations de Soifaravine soient vraies. Quel rapport avec notre affaire ? Ces guerriers ennemis seraient des civils ? C'est insensé, on ne peut décemment pas... On ne peut décemment pas rejeter en bloc des accusations aussi graves, conseiller Galen. Si effectivement les rapports de Fondrive sur les opérations à Jocanto sont falsifiés, alors les affirmations d'Orvin concernant ses prisonniers peuvent aussi l'être. Le visage de Galen blêmit lorsqu'il comprit où tout cela se dirigeait, et il argua. « Voyons, vous n'allez tout de même pas prendre la défense de ces sauvages arriérés sur base de témoignages d'un traître ?» Les mots du conseiller avaient été choisis avec soin, dans l'espoir que le chauvinisme et le racisme exacerbé d'Auréline prennent le pas sur sa volonté de mettre des bâtons dans les roues d'Orvin. Mais celle-ci ne répondit même pas à Galen et se tourna à la place vers Titian. « Êtes-vous un traître, sergent Titian ?» Il y a quelques heures, je vous aurais répondu oui, conseillère. Je suis plus sous le commandement d'Orvin, alors disons que je suis en attente de jugement. La réponse avait été donnée avec un sourire en coin et l'attitude habituelle de Titian, semblant ne jamais rien prendre au sérieux. Auréline ne s'en incommoda pas et tourna ensuite son attention vers Nakara. « Est-ce que vous êtes des guerriers ?» Le menuisier hésita, n'ayant pas vraiment suivi tout ce qui avait été dit, car peu à l'aise avec les formules langagières complexes du galaréen soutenu. Il bafouilla toujours avec son accent à couper au couteau et sans se départir de son attitude fière et un tantinet rebelle. « Nous avons des guerriers, mais pas beaucoup. Moi je suis menuisier. » « Et est-ce que vous avez attaqué le campement expéditionnaire du conseiller Orvin ?»« Je sais même pas qui c'est. Ce sont des galaréens qui nous ont attaqués, c'est tout. » Si j'en crois les rapports, il y a eu une intrusion d'un petit groupe en vue de saboter les installations coloniales de Fondrive. Un petit groupe de votre village. C'est faux, madame. On a envoyé des éclaireurs pour vérifier que la vallée était sûre, car nous avions vu des hommes en armure et des monstres se battre dans la montagne. Mais on n'a attaqué personne, on n'est pas des bandits. Il y eut encore quelques échanges et Auréline compara les documents que lui avait confiés Beryl avec les témoignages de Titian et celui de l'accusé, jusqu'au moment où elle sembla statuer sur une décision. Il y a de trop nombreuses incohérences dans les rapports. Les événements rapportés ne correspondent pas entre eux, et certaines choses me paraissent suspectes. En particulier concernant les pertes attribuées aux autochtones, cela ne colle pas en termes de chronologie. C'est une plaisanterie ? La parole d'un sauvage ne saurait remettre en question celle d'un conseiller, pas plus que celle de ce traître. Il est vrai, c'est pourquoi il faudrait la parole d'un autre conseiller pour la soutenir. Vous n'oseriez pas ? Je vais me gêner. J'engage ma responsabilité et celle de Motorbay dans la défense de ces indigènes. Et comme Orvin n'est pas là et qu'il n'y a personne pour représenter l'accusation, ma parole fait foi en tant que jugement. Titian et Beryl échangèrent un regard surpris mais joyeux, et Ferry claqua ses mains contre ses genoux en guise d'expression de sa satisfaction. Galen, pour sa part, était tremblant, ne sachant comment réagir à ce changement soudain de situation. Mais alors qu'Auréline s'apprêtait à classer l'affaire, il serra les dents et annonça
Attendez, je me porte garant au nom de Shyster pour représenter l'accusation. Auréline écarquilla les yeux. Elle savait que Shyster et Fondrive étaient fortement liés, mais elle ne s'était pas attendue à ce que Galen engage sa propre responsabilité pour couvrir Orvin, qui plus est concernant le sort de quelques villageois étrangers. Malgré ses doutes initiaux, il y avait bien anguille sous roche. Vous êtes le président de cette assemblée. Si vous choisissez de renoncer à ce statut pour prendre parti, vous savez ce que cela signifie, Galen. La présidence du jugement sera confiée à un autre conseiller ou l'un de ses mandataires. Et comme 2 conseillers sont impliqués, l'impasse judiciaire ne pourra pas être résolue dans un procès. Titian se tourna vers Beryl et Féric d'un air penaud et demanda à voix basse. J'ai pas tout suivi. Il se passe quoi là? Ce fut Féric qui répondit, lui-même sous le choc et incapable de quitter les 2 conseillers des yeux. Beryl elle-même étant trop abasourdie pour répondre. N'importe quel représentant peut choisir d'ingérer dans un procès en cours pour impliquer la responsabilité de sa ville dans un parti ou dans l'autre. Mais cela signifie qu'en cas d'échec, la cité sera condamnée, au même titre que ceux qu'elle a défendus. C'est ce que Beryl a fait au nom de Greenbury. Mais dans le cas d'un conseiller, ce n'est pas pareil. Leur pouvoir est plus important. Ils peuvent imposer un jugement en vertu de leur statut, comme Auréline vient de le faire. À moins qu'un autre conseiller ne s'y oppose. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une impasse judiciaire, aucun n'ayant préséance sur l'autre. La voix d'Auréline se fit menaçante et elle toisa Galen qui fit de son mieux pour ne pas paraître intimidé. Paladon ne prendra pas parti, et Orvin n'en a pas le droit car il est impliqué dans l'affaire. Vous pensez donc pouvoir me vaincre dans l'arène? Auriez-vous perdu l'esprit? Eh bien, conseillère Auréline, vous pouvez toujours vous rétracter si vous ne voulez pas prendre le risque de faire perdre son statut à Motorbay. La pique était sincère, Galen espérait vraiment forcer Auréline à abandonner la défense des villageois, mais au fond de lui, il savait bien qu'elle n'en ferait rien. La conseillère Auréline était une femme hargneuse et profondément animée par son propre ego et son sentiment de supériorité, et tout cela ne serait pas résolu pacifiquement. Encore une fois, Titian, perdu par les circonvolutions politiques, afficha un air perplexe à ses camarades, et contrairement à lui se rendait compte des implications importantes de ce qu'il se passait. Non, sérieusement, c'est quoi le bail? Lorsqu'il y a impasse judiciaire et opposition entre 2 conseillers, le litige doit être réglé par un combat dans l'arène, comme lors du tournoi de Galar. Et en cas de défaite, le perdant perd son statut de conseiller, et toute l'influence et le pouvoir qui vont avec. Le stade était rempli malgré la spontanéité et le côté impromptu du match. Des badauds venant de tout Kickenham étaient venus assister à l'affrontement dont l'annonce était répandue comme une traînée de poudre jusque dans les patelins cerclant la capitale. Le monde dans les gradins semblait dans un état d'excitation intense, et la cacophonie de cris et de trompettes formait un contraste saisissant avec la mine antipathique et profondément ennuyée de Paladon, qui siégeait dans sa tribune avec son crâne reposant sur son poing fermé dans une posture équivoque. Beryl avait choisi d'assister au match depuis les gradins ouverts au public, afin de pouvoir guider Magenta, Dorian et Bistre au travers de la foule et des couloirs tortueux du stade de Kickenham. Mais malgré cela, il était compliqué pour eux de circuler, tant l'anarchie régnait parmi les curieux cherchant à obtenir une bonne place. Ce n'était pas tous les jours qu'un match entre 2 conseillers avait lieu, et encore moins un match judiciaire. J'avais parlé des stades à ta sœur à Oliveville. À mon avis, elle n'aurait pas aimé l'ambiance. Je ne l'aime pas non plus. C'est un peu trop bruyant à mon goût. Beryl coupa court à la conversation tout en pointant du doigt quelques places vides en remerciant sa chance. Elle se disputa cependant l'une des places avec un homme au langage vulgaire, mais celui-ci tourna vite les talons quand Dorian le toisa de toute sa hauteur avec un regard menaçant. Heureusement que vous êtes là, c'est toujours un calvaire de trouver une place assise vu que les stades sont toujours ouverts sans restriction. Même les esclaves ont le droit de venir. Ça nous arrange, on n'a pas eu à croiser un éventuel service de sécurité comme ça. Tiens, voilà le vieux Paladon. On dirait qu'il a jamais arrêté de tirer la gueule depuis la dernière fois que je l'ai vu. Titian avait pointé du doigt la tribune qui surplombait l'arène où Paladon semblait discuter avec un serviteur. Il signa quelques documents avant de se lever de son siège dans un mouvement rigide de son corps musculeux et couvert de cicatrices. Il posa alors sa main sur l'épaule d'un monstre massif à ses côtés, dont l'immense gueule semblait figée dans un cri perpétuel, et il parla. Le son de sa voix fut amplifié par la créature comme un grondement de tonnerre à travers tout le stade. Galaréens, Galaréennes, vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui, alors je vous passerai les diatribes d'usage. La foule explosa dans un capharnaüm de cris et d'applaudissements impatients, et Paladon soupira en réprimant une grimace, décidément irrité par le fait de devoir animer ce petit jeu. Mais il n'avait pas eu le choix, il était le seul conseiller à même de présider un match judiciaire entre 2 de ses collègues,
Et ce alors qu'il avait encore tant à faire pour tenter de percer les secrets de la balle provenant de Cromlac et que Galen lui avait confié. Le match d'aujourd'hui ne prendra pas place dans le circuit classique du tournoi de Galar. Il s'agit d'un match judiciaire entre deux conseillers. Je serai témoin du résultat, et le perdant se verra retirer ses privilèges de conseiller et la direction de sa ville. Un nouveau tonnerre de cris et de trompettes résonna en réponse, comme une approbation à l'importance de ce qui se jouait ici. Les gens sont tellement agités, en quoi cela les concerne-t-il? Les matchs sont toujours un moment extrêmement festif où les gens se relâchent. Parfois un peu trop. Il y a souvent des débordements. Et c'est aussi l'occasion de faire des paris, mais t'as vu que ce combat va brasser une sacrée masse de Galarions. Beryl jeta un regard accusateur à Titian, comme si elle le soupçonnait d'avoir lui-même ajouté une pierre à l'édifice de cette affirmation. Mais Titian, comme à son habitude, esquiva le sujet de manière peu subtile. Oh, regardez, voilà les combattants. Entre la conseillère Auréline et le conseiller Galen. Dans une acclamation encore plus forte, si c'eût été possible, la foule en délire salua l'entrée des deux adversaires du jour, et même la voix augmentée de Paladon eut du mal à couvrir le vacarme intense qui suivit. Chaque combattant opposera 3 monstres. Le dernier à avoir des monstres en état de combattre sera désigné vainqueur. Pas de limite de temps. Tandis que les gradins continuaient de s'exclamer dans un brouhaha de propos incohérents, le regard du trio de Cantoïdes s'était figé sur la silhouette de Galen, qui entrait dans l'arène en saluant la foule d'un geste de la main. Cela intrigua Beryl et Titian, qui ne comprirent pas la soudaine stupeur de leurs camarades, et Dorian grinça des dents. C'est impossible. Mais c'est... Les yeux de Magenta s'étaient écarquillés d'incrédulité, incapables de détourner le regard de l'homme qui se positionnait au centre de l'arène pour échanger une poignée de main fugace avec sa rivale. C'est papa. Le visage de Beryl et Titian s'imitèrent dans une mimique d'incompréhension, dont le niveau d'intensité ne permit pas qu'ils émettent le moindre son. Les poings de Dorian se serrèrent sur ses genoux, et sa mâchoire se crispa si fort qu'il aurait pu se fissurer les dents en se faisant. Ça ne peut pas être lui, Argyll est mort, ça n'a pas de sens. Magenta ne répondit pas, des larmes commençant à s'accumuler sous ses yeux, tandis que ses émotions bataillaient en lui dans un tourbillon indistinct de sentiments contradictoires. Ce fut Bistre le premier qui parvint à retrouver son calme. Cet homme n'est pas Argyll. Dorian et Magenta se tournèrent vers lui sans comprendre, et le vieux forgeron plissa les yeux dans un froncement de ses sourcils broussailleux. Quel âge avait Argyll quand il a disparu? Papa avait 34 ans, je crois. C'était il y a presque 10 ans. Il devrait avoir passé la quarantaine aujourd'hui, mais cette personne est clairement plus jeune. De ce que j'en sais, le conseiller Galen vient tout juste d'avoir 30 ans. Alors ce n'est pas... Difficile à dire, mais cela me paraît fortement improbable. Pourtant il ressemble à Argyll au même âge, je peux le voir même d'ici. Tandis que le doute s'installait, Titian se permit de poser la question la plus pertinente à ses yeux, au milieu de cet étalage d'hypothèses et d'interrogations. Sans vouloir vous brusquer, comment est-ce que vous pourriez connaître un Galaréen? Vous ne saviez même pas parler notre langue il y a un mois, ni même qu'on existait d'ailleurs. Surtout que la famille Galen dirige Shyster depuis plusieurs générations. Ce sont des galériens pure souche, ils n'ont rien à voir avec Jocanto. Bistre secoua la tête, indiquant qu'il ne comprenait pas lui-même la totalité de ce qu'il se passait. Il y eut un battement de tambour, puis une trompette qui tonna indiquant le début du match, quand il tenta d'expliquer ce qu'il savait. Les parents de Magenta et Azur ne sont pas originaires de Jocanto. On n'a jamais su d'où ils venaient vraiment. Ça veut dire que je suis... Galaréen? Le visage de Magenta s'était figé d'horreur à cette idée, découvrant que ses parents n'étaient pas originaires de leur village. Dorian lui attrapa alors l'épaule avec vigueur. « Non, tu es l'un des nôtres, Magenta, comme ta sœur, n'en doute jamais. » Le garçon resta cependant submergé par la révélation, incapable de se départir de sa perplexité coite. « Mais pourquoi Azur m'a jamais... Pourquoi maman et papa... » Elle n'en savait rien. Tu es né dans notre village, Magenta, et ta sœur aussi, quelques jours après leur arrivée. Les parents ont toujours tout fait pour s'intégrer et tirer un trait sur leur passé. Et même nous qui les avons accueillis, nous n'avons jamais su ce qui les avait poussés si loin de chez eux. Vos discussions généalogiques sont passionnantes, mais le combat va commencer. Galen faisait face à Auréline avec une suffisance nouvelle qui exaspéra la conseillère. Cet homme, qui il y a quelques jours tremblait comme une feuille devant elle, avait retrouvé sa verve et son assurance, à un point qui la mettait hors d'elle. Quand leurs mains se joignirent froidement, plus par respect de la tradition que par réelle politesse, leurs yeux se croisèrent et elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui te donne cette assurance, Galen ?
Je n'ai jamais perdu un combat depuis que je suis à la tête de Motorbay, alors que toi, tu n'es même pas inscrit au tournoi de Galar. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces jeux inutiles, et puis je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Ma victoire ne fait aucun doute. Quelle impudence! Je vais te faire ravaler ta fierté mal placée, et tu vas regretter d'avoir terni le nom d'une grande famille de Galar en t'associant avec un étranger. Ne serait-ce pas du racisme que j'entends siffler entre tes dents? Galar est la plus grande puissance du monde. La seule position que devrait avoir un calosé comme Orvin, c'est sous mes pieds et à implorer ma clémence. Tout un programme. Allons, ne faisons pas attendre les spectateurs plus longtemps. Les deux conseillers tournèrent les talons avant de se refaire face à une vingtaine de mètres de distance. La foule s'était soudain tue et le silence improbable accentua la tension jusqu'au moment où les deux opposants jetèrent leur première balle dans un mouvement synchrone. La créature jaune et noire d'Auréline apparut en frappant ses poings ensemble dans une décharge électrique aveuglante carbonisant le sol autour d'elle. Son corps, massif et épais, approchant les 2 mètres de haut, se dressait sur une paire de pattes musculeuses dont le diamètre n'était défié que par celui de ses immenses bras et de sa large tête sans cou. Il leva légèrement les yeux en l'air pour croiser le regard du monstre en face de lui qui le surplombait d'une bonne tête. Cependant, sa haute stature n'était pas ce qui intriguait le plus chez cette chose étrange dénuée de jambes et de bras. Son corps longiligne, aux courbes subtiles, affichait de curieux dégradés de couleur bleue et rose le long de ce qui s'apparentait à une chevelure recouvrant l'intégralité de sa silhouette féminine. Surplombant ce corps étrange et dérangeant, un visage lisse composé d'une minuscule bouche et de grands yeux inexpressifs, caché dans l'ombre d'un chapeau de sorcière dont la pointe pendait dans son dos jusqu'à toucher le sol. Lentement, comme si elle se réveillait d'un long sommeil, la chose immobile sembla porter une faible attention à la créature qui lui faisait face. Auréline décrocha un fouet de sa ceinture et le déroula avec emphase avant de le faire claquer derrière son monstre. « Qu'est-ce que tu attends? Détruis mon ennemi !» La créature jaune poussa un hurlement de rage avant de se ruer vers sa cible et de la rouer de coups de poing chargés en électricité. Les éclairs volèrent dans tous les sens, frappant le sol sec de l'arène et soulevant un épais nuage de poussière qui dissimula pendant un instant le résultat de l'assaut. Finalement, une poussée de vent dégagea la vue de la foule dans les gradins, affichant l'étrange monstre de galène, toujours immobile, mais séparé de son adversaire par un mur de lumière opalescente qui se brisa comme du verre un instant plus tard. Son assaillant voulut reprendre ses attaques, mais ses pieds quittèrent le sol quand il se mit à courir dans le vide, et son regard s'emplit de surprise quand il fut projeté en arrière avec force, percutant la terre en y creusant un sillon. Le fouet d'Auréline claqua à nouveau, et le monstre se remit sur ses pattes d'un bond, comme si la crainte de sa maîtresse était plus forte que la douleur de son impact avec le sol. « Ne t'avise pas de m'être inutile, monstre, tu sais ce qui t'attend si tu me fais défaut !» La menace de la conseillère sembla raffermir la volonté de sa créature qui frappa ses poings entre eux encore une fois, en faisant jaillir de nouveaux arcs électriques encore plus puissants que les précédents. Hélène sortit un petit carnet de sa poche et le feuilleta rapidement de manière nonchalante. Et le Kibble, la quantité d'électricité qu'il peut générer est proportionnelle à son pouls. C'est pour cela que tu le menaces, Auréline? Pour accélérer les battements de son cœur? Des menaces? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un outil. Il doit me servir ou alors je le remplace, rien de plus. Et le Kibble eut pour réaction à la phrase d'Auréline de charger dans la direction de son adversaire qui le toisait toujours sans bouger. Il poussa un hurlement avant que les 2 appendices dans son dos ne se touchent, provoquant une explosion électrique et une décharge d'une violence inouïe vers la créature de galène. Encore une fois, un mur de lumière se déploya, interceptant l'attaque et explosant à l'impact. Mais l'équipe ne stoppa pas sa charge, et son poing chargé de foudre frappa au travers de la poussière et des débris lumineux pour atteindre sa cible. Le temps se figea quand l'écho de l'impact se dissipa. Les dents du monstre électrique crissèrent et ses muscles se tendirent quand la fumée se dispersa à nouveau, laissant voir son poing totalement enchevêtré dans la toison multicolore de son adversaire indolent. Il tenta de retirer son bras, mais les cheveux se resserrèrent comme doués d'une vie propre, et il y eut un craquement inquiétant. Toujours avec son carnet en main, Galen s'amusa de la scène. « Tu pensais qu'arriver au corps à corps t'assurerait la victoire? Mauvaise pioche. Brimuon n'en a pas l'air, mais sa force physique n'est pas à sous-estimer. » Et l'équipe poussa un nouveau hurlement, mais cette fois-ci la rage avait cédé la place à la douleur, et le visage d'Auréline s'empourpra de colère. « Électrocute-le, espèce d'horreur jaune inutile, maintenant !» Les 2 ergots dorsaux du monstre se touchèrent encore une fois, puis une 3e et une 4e, sans pour autant produire autre chose que quelques étincelles faiblardes ainsi que le rire moqueur de Galen.
Tu ne devrais pas crier si fort. Brimmuon déteste le bruit et elle est sensible aux émotions violentes. Elle était déjà très à cran à cause de l'ambiance du stade, mais là, elle est carrément hors d'elle. La conseillère de Motorball eut un rictus, ne prêtant aucun crédit au pic de son adversaire et invectivant son monstre encore plus fort pour qu'il se dégage de la prise de Brimmuon, ajoutant le claquement de son fouet pour plus d'impact. C'est inutile, voyons. Ton monstre ne pourrait même plus électrocuter un camomé maintenant qu'il a touché le mien. Qu'est-ce que tu racontes? Et l'équipe est un monstre électrique? Eh bien, vois-tu, Brimmuon possède la capacité étrange et fascinante de changer la nature des pouvoirs de ses adversaires avec une poudre que produit son corps. Ton équible ne sait même plus comment produire de l'électricité. Par contre, il partage maintenant une sensibilité psychique avec ma créature. Mais enfin, cela ne lui sera d'aucune utilité puisqu'il n'est pas entraîné dans ce domaine. Où as-tu trouvé cette abomination? Non loin de Coryphrée, il y a quelques années. Pourquoi, tu en veux un? Auréline ne répondit pas au ton décontracté de Galen, et son visage se tordit dans une expression de haine pure à l'encontre de l'autre conseiller. Elle pesta alors entre ses dents. Monstre, utilise ton autre bras et frappe cette atrocité au visage! Et l'équipe obtempéra instantanément, ce qui arracha un sourire en coin à Galen. Tu as oublié? Je t'ai pourtant dit de ne pas sous-estimer la force physique de Brimmuon. La pointe du chapeau de la créature se mit alors en branle et fouetta l'air. Son bout se déforma et un trio de griffes acérées en jaillirent pour taillader le torse de l'équipe juste avant qu'il n'ait eu le temps d'atteindre sa cible. Une gerbe de sang éclaboussa le visage de Brimmuon, et l'instant d'après, sa chevelure vivace broya le bras de sa proie prise au piège, le transformant en une bouillie sanguinolente. Enfin libéré de l'emprise de son adversaire, l'équipe le tituba en arrière, pantelant sous l'effet de ses blessures. Quand son corps se figea soudain, la jonction entre son crâne épais et son torse séparée de part en part par les griffes de Brimmuon. Titian s'autorisa un regard discret en direction de Beryl. Celle-ci tremblait de colère et d'impuissance face à l'étalage de violence inutile auquel elle assistait. Il lui prit la main doucement, ce qui calma au moins physiquement ses tremblements. Pour leur part, Dorian, Bistre et Magenta étaient eux aussi estomaqués par ce qu'ils regardaient. Vous pratiquez ces combats sordides régulièrement? C'est plutôt commun, oui, même si en général on évite de tuer les monstres, par principe. Magenta haussa un sourcil à cette remarque et s'apprêta à poser une question, mais Titian ajouta. Ne te fais pas d'idée, petit gars. Le principe dont je parle est purement pragmatique. C'est long et onéreux d'entraîner un monstre au combat. Alors la plupart des dresseurs ont une sorte de code de conduite et essayent de limiter la casse. On dirait bien que Galen n'a pas grand-chose à faire de ses convenances. Je ne supporte pas les combats de monstres. Tout ce que je peux faire, c'est soutenir les hôpitaux où ces pauvres créatures ne manquent pas de finir après chaque bataille d'arène. Tout ça pour le divertissement de mes concitoyens. Esclavage, invasion, meurtre, maltraitance animale. Notre peuple accumule les vices tout en se proclamant supérieur aux autres. Beryl baissa les yeux dans un mélange de tristesse et de honte à la remarque de Bistre. Elle ne pouvait pas le nier, et elle pouvait bien se persuader d'œuvrer pour le bien commun. Au final, elle n'était qu'un rouage d'une société malade, incapable de changer quoi que ce soit. Bistre se sentit alors coupable d'avoir ainsi blâmé cette pauvre femme qui n'avait pas eu le loisir de choisir où elle était née et qui en subissait les conséquences. Auréline rappela le cadavre de son monstre dans sa balle, avant de la briser en serrant le poing et en relâchant les débris de la sphère sur le sol. Sa colère avait été remplacée par une froide détermination, et elle fixait à présent Galen et Brimmuon avec attention. J'avoue que je t'ai sous-estimé. J'ai pensé que ce monstre de seconde zone serait suffisant à t'humilier, mais j'ai eu tort. Tu parles comme si tu avais une marge de manœuvre. Serais-tu dans le déni, ma chère Auréline? La conseillère aux cheveux écarlates ne répondit pas et attrapa sa seconde sphère à sa ceinture avant de la jeter devant elle. L'éclat rouge se déploya avant de se transformer en une gigantesque silhouette serpentine, arborant d'épaisses écailles rouges et dotée d'une immense gueule béante garnie de crocs acérés. La créature de plus de 7 mètres de long, aux allures de dragon marin, poussa un cri terrifiant, et ce grondement terrible fit vibrer jusqu'aux fondations du stade de Kikonan. Magenta attrapa la manche de Dorian quand l'immense monstre rouge apparut, faisant vibrer les fondations du stade. Même la foule, jusque-là excitée, s'était mue en une posture craintive et confuse. J'ai jamais vu un monstre pareil.
Le dévoreur serait aussi menaçant qu'un bébé comparé à cette chose. Beryl intervint en fronçant les sourcils, le ton de sa voix empreint de crainte et d'appréhension. C'est Gyarados. Cette créature a attaqué un village vassal de Motorball il y a 2 ans. Je ne pensais pas qu'elle avait capturé. Tu es sûr que c'est le même? Les Gyarados sont habituellement bleus. Vu sa couleur, il n'y a aucun doute sur l'identité de celui-ci. De quoi est-ce que vous parlez? Malgré le fait que nous ayons réussi à domestiquer les monstres grâce aux balles, la menace des monstres sauvages n'a pas disparu pour autant. Les communautés, en particulier rurales, sont particulièrement vulnérables aux attaques. C'est pour cela que la plupart des villes et villages ont un champion, un dresseur particulièrement doué pour le combat de monstres et capable de protéger ses concitoyens. Sauf que dans ce cas-là, le champion se retrouvait totalement impuissant. Ce Gyarados rouge est apparu et il a rasé le village et presque tous ses habitants en seulement quelques heures. Toutes les expéditions en vue de l'abattre se sont soldées par un carnage. Et finalement, c'est la conseillère Auréline qui s'est déplacée pour régler l'affaire. Elle l'a affronté seule à seule avec ses monstres, et elle l'a vaincu. Mais je pensais qu'elle l'avait tué. Galen montra une posture quelque peu déstabilisée à la vue de son nouvel adversaire. Il n'avait pas besoin de l'aide du carnet de Magenta pour reconnaître la créature qu'il avait devant les yeux. Le malaise qu'il ressentait s'avérant bien plus riche en informations que n'importe quelle description. Et voilà une chose que je ne m'attendais pas à voir entre tes mains, Auréline. Et après, tu oses traiter mes monstres d'abomination. Je te l'ai dit, les monstres sont des outils. Celui-ci, comme les autres, n'existe que pour servir les humains et la puissance incontestée de Galar. Je n'ose imaginer les sévices que tu lui as fait subir pour le convaincre de cela, et lui faire payer d'avoir attaqué tes concitoyens. Ce n'est qu'un avant-goût des sévices qu'il te réserve. Galen fronça les sourcils d'un air menaçant face à la pique. Il ne comptait pas se laisser malmener, même par le démon rouge de Motorball. Ma créature est bien plus que capable d'apprendre le respect à cette chose et à sa douce maîtresse. Vas-y, Brimuon, attaque! La silhouette massive de Gyarados fut couverte par une aura violacée, comme celle qui avait touché l'équible avant qu'il ne se fasse projeter au sol précédemment. Et cette fois-ci, l'attaque télékinétique n'eut pas l'effet escompté. Un euphémisme confirmé par l'absence totale de réaction de Gyarados, qui ignora simplement l'assaut psychique pour ouvrir la gueule et y charger une boule d'énergie. Réactif, Galen ordonna à Brimuon de lever son bouclier de protection, et celle-ci s'exécuta avec empressement, juste au moment où la condensation d'énergie se mua en un terrifiant rayon destructeur. La vague de puissance frappa le sol et y creusa un sillon en direction de Brimuon. Galen, pour sa part, se jeta sur le côté pour sortir de l'angle du tir au moment où celui-ci atteignit son monstre. Le mur de lumière se désintégra sans aucune résistance ou presque, et la créature qui l'avait levé fut fauchée par la puissance incommensurable de l'attaque. L'énergie déployée fut telle que Brimuon fut arraché de terre comme un fétu de paille et projeté contre le mur de l'arène dans un craquement écœurant. Son corps brisé et carbonisé resta un instant fixé contre la paroi fissurée par l'impact, avant que l'étalement de ses fluides corporels ne soit plus suffisant à le maintenir en place et que son cadavre ne s'écroule dans un son mat sur le sol. Galen était à terre, pantelant et en sueur, et ses cheveux en bataille collés sur son visage par sa propre transpiration. Il n'en croyait pas ses yeux. Brimuon avait été vaincu sans difficulté alors qu'il l'avait entraîné avec soin et avec l'aide des meilleurs dresseurs de Shyster. Il n'était pas censé avoir à rougir même face à un champion ou un participant haut classé du tournoi de Galar. Le conseiller grinça des dents et se releva, constatant l'humiliante position dans laquelle il apparaissait en étant ainsi à genoux dans l'arène. Tu as peur, Galen? On voit que tu n'es pas habitué au combat de monstres, c'est pathétique. Il ne répondit pas, laissant tomber au sol la balle de Brimuon, maintenant inutile. Heureusement, il n'avait pas dit son dernier mot, il avait encore 2 monstres comme Auréline, et il avait donc toutes ses chances. Il hésita à sortir son meilleur atout directement, réfléchissant à la meilleure marche à suivre, mais il se retint. Il pouvait garder secret ce qu'Orvin lui avait confié, il le ferait. Gyarados semble être son meilleur monstre, elle pense certainement pouvoir balayer mon équipe juste avec lui. Cela signifie que si je parviens à l'épuiser avec mon prochain monstre, je pourrai l'achever avec le dernier, et alors j'aurai l'avantage. Galen attrapa sa balle et en invoqua le contenu de manière froide, prêt à jouer la montre pour épuiser son adversaire. La créature qui apparut avait une apparence humanoïde bien que difforme. Comme son prédécesseur, son corps était recouvert par sa chevelure d'un noir de jet et dont les fibres noueuses s'entrelaçaient dans une parodie grotesque de musculature. Le conseiller de Shyster ouvrit la bouche pour donner un ordre, mais il n'en eut pas le temps. Le corps désarticulé de son monstre vola par-dessus son épaule, disloqué par le violent coup de queue que Gyarados lui avait infligé dès l'instant où il était apparu.
La masse brisée de sa victime à terre émit un gémissement de douleur, incapable de se relever, alors que ses os broyés ne lui permettaient plus de soutenir son propre poids. Galen tourna la tête par-dessus son épaule pour constater la scène grotesque, et la pâleur de son visage arracha un sourire sadique à Auréline. Je n'ai pas entendu le nom de ton pantin, cela ne devait pas être important. L'homme se détourna de son monstre agonisant en le rappelant dans sa balle, avant de se tourner vers Auréline dans un mélange de colère et de frustration. Gyarados le toisait, comme si son envie irrépressible de meurtre était retenue par la quelconque promesse d'une punition indicible. Galen nota les innombrables cicatrices et brûlures sur le corps du monstre serpentin, certaines particulièrement profondes et cruelles. Il tenta alors de calmer la terreur qui menaça de le submerger. Il ne pouvait pas perdre. Pas ici, pas maintenant, alors que leur plan était sur le point de s'accomplir et qu'il allait pouvoir cueillir les fruits de ce qu'il avait planté. Allez, envoie donc ton prochain sacrifice, qu'on en finisse avec cette farce. Galen souffla lentement pour retrouver sa contenance, ignorant les tentatives d'intimidation de sa rivale. Il attrapa sa dernière balle et l'observa avec réticence, se rendant compte qu'il était dos au mur et qu'il n'allait pas pouvoir garder sa dernière carte dans sa manche. Le conseiller invoqua sa créature sans cérémonie, et la chose apparut sans toucher le sol, lévitant mollement avant que ses 4 membres épais comme des troncs ne s'ancrent dans la terre avec fracas. Cette nouvelle créature était massive et lourde, plus proche d'un char d'assaut blindé que d'un animal fait de chair et de sang. Sa carapace bleu chromé semblait capable de résister à un impact de canon, et la croix d'acier épaisse qui cerclait ses yeux rouges lui donnait un air menaçant. Auréline grimaça, ne reconnaissant pas cette créature. Elle n'était pas très haute car proche du sol, ne dépassant pas le 1,60 m, mais elle était large et solidement bâtie. La conseillère n'était pas sûre de pouvoir le défaire aussi simplement que les 2 précédents monstres, et ce même en tenant compte de la puissance incommensurable de Gyarados. Est-ce de l'hésitation que je perçois dans ton regard ? Je pratique le combat de monstres depuis suffisamment longtemps pour savoir jauger la puissance d'un adversaire, et j'estime que le tien est sensiblement équivalent à Gyarados. Comment as-tu obtenu une telle créature ? C'est un secret. Auréline eut une moue de dégoût et de mépris à l'encontre de Galen, et sa surprise et sa curiosité furent rapidement remplacées par sa hargne habituelle. Ce combat est terminé, c'est ton dernier monstre. Même s'il parvenait à vaincre Gyarados, il n'en sortirait pas indemne, et il ne pourrait certainement pas mener un autre match. Et cela en considérant qu'il soit effectivement d'un niveau équivalent. Galen ne put cacher un sourire satisfait, tandis qu'il relevait sa manche pour laisser apparaître un bracelet serti d'une pierre précieuse grise au reflet doré. Auréline leva un sourcil, ne comprenant pas le sous-entendu ni le but de la manœuvre. Mais soudain, la pierre se mit à briller en synchronisation avec le corps de métal du monstre de Galen. La chose se transforma dans un déploiement de lumière et d'arcs électriques, tandis que le sol se fissurait sous lui. Quand enfin les volutes d'énergie se dissipèrent, l'apparence du monstre avait changé. Il était plus grand. La croix sur son visage s'était changée en or, et ses lourdes pattes, qui jusque-là soutenaient son corps massif, s'étaient déployées autour de lui dans une posture agressive, tandis que l'ensemble de sa masse flottait en lévitation au-dessus du sol. Le regard d'Auréline afficha une stupeur qu'elle n'avait jamais exprimée jusque-là. Quelle est donc cette sorcellerie ? Ce n'est pas une évolution normale de monstre. Là, ma chère Auréline, c'est effectivement un peu différent. Il s'agit d'une évolution forcée, bien plus puissante, quoique temporaire. On pourrait appeler ça une méga-évolution. Je ne saurais tolérer une telle hérésie dans l'enceinte sacrée de ce stade. Gyarados, efface cette horreur de ma vue. Le monstre géant commença à charger une nouvelle fois le rayon destructeur qui avait vaincu sans mal Brémuon, accumulant même plus d'énergie que la fois précédente. Il y eut alors une violente explosion et une décharge de foudre qui frappa les murs du stade et manqua presque de blesser le public pourtant lointain. Magenta se recroquevilla en se protégeant le visage de ses bras face au souffle de l'explosion, à l'instar des autres spectateurs. Et quand il se releva, ses yeux s'écarquillèrent. 2 des poings du monstre de Galen avaient percuté le crâne de Gyarados de part et d'autre, et le corps de la créature semblait flasque, parcouru de soubresauts sporadiques et d'arcs électriques résiduels. Ses yeux étaient blancs et vitreux, et de la vapeur s'échappait de tous ses orifices dans une odeur insoutenable de chair brûlée. Quand les 2 points de métal se séparèrent, le support qu'ils procuraient au corps inerte disparut, et Gyarados s'écroula sur le sol dans un soulèvement de poussière. Bien, nous voilà donc à égalité.
da